Comprendre aujourd'hui pour inventer demain. Des électrons libres vous racontent leur chemin. Électrons libres by Ezeo. Tous les troisièmes dimanches du mois, à 19h, sur Radio Campus Angers 103 FM. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Électrons libres, l'émission qui explore les métiers de l'ingénierie, du numérique, de la recherche à travers les voix de celles et ceux qui les vivent. Je suis Alexandre et avec Anne, on est super content de vous partager ce nouvel épisode. Une fois n'est pas coutume, on a la chance de recevoir un invité au parcours fascinant. Si aujourd'hui vous pouvez taper une adresse sur votre smartphone et obtenir un itinéraire mis à jour en temps réel avec une précision de quelques centimètres, c'est en partie grâce à lui. Cet invité, il s'appelle Jean-Luc Isler, il est ingénieur Ezeo, expert en radiofréquence au Centre national d'études spatiales, le CNES, et il a contribué à l'invention d'un nouveau signal de navigation utilisé par Galileo, le système de positionnement par satellite mis en place par l'Union européenne. Alors, il a reçu le prix European Aeronautic Defence and Space Company des sciences de l'ingénierie, remis par l'Académie des sciences, le prix de l'astronautique de l'Association aéronautique et astronautique de France, le prix de l'inventeur européen de l'European Patent Office. Son portrait a été projeté sur le Panthéon, il a même fait une présentation sur la radioastronomie à la Maison-Blanche. Bref, un parcours super intéressant qu'on va retracer avec toi aujourd'hui. Donc merci beaucoup d'être avec nous, Jean-Luc. Bonjour. Donc du coup, chez toi, avec plaisir pour nous aussi. Donc chez toi, le spatial, c'est une histoire de famille. Ton père travaillait dans le spatial, le cousin de ton oncle était astronaute. Tout à fait. Ton grand-père a travaillé sur le carburant des premières fusées-sondes. Ton arrière-grand-père était astronome. Le spatial, c'est dans les gènes chez les Isler ? Disons que j'ai grandi à l'ombre des paraboles de communication spatiale à Plumeur-Baudou, près de Lannion. Effectivement, le cousin de mon oncle, Russell Schweikart, a volé à bord d'Apollo 9. Il y a longtemps déjà, c'était le premier astronaute alsacien, mais pas le dernier. Et effectivement, cet environnement, évidemment, m'a donné envie de travailler dans le domaine spatial. Et de, auparavant, avoir des activités scientifiques dans ce domaine, notamment à l'essai. Ok, je précise juste parce que c'est quand même super intéressant comme anecdote. Donc Russell Schweikart, qui est né à Neptune dans le New Jersey, donc déjà le nom de la ville, c'était un signe. Comme tu l'as dit, il a volé sur Apollo 9 en 69 et il a été le premier astronaute à être sorti dans l'espace en portant le scaphandre lunaire et le système de survie portable pour les tester avant qu'il soit utilisé quelques mois plus tard par Neil Armstrong lui-même pendant la mission Apollo 11 pour marcher sur la Lune. Tout à fait, et d'ailleurs la mission Artemis 3, qui aurait dû, il y a encore peu de temps, être le premier atterrissage lunaire du programme Artemis, se transforme en une mission qui ressemble beaucoup à celle d'Apollo 9, avec des essais en orbite basse du module lunaire. C'est chouette. Et est-ce que tu as un souvenir d'enfance qui te relie particulièrement à l'espace ? J'ai plusieurs souvenirs d'enfance et d'adolescence, mais j'ai eu la chance de faire une colonie de vacances sur les microfusées et les mini-fusées. Ça s'appelait à l'époque l'ANSTJ, l'Association nationale des sciences et techniques pour la jeunesse, et maintenant Planète Science. Et déjà, le CNES était impliqué pour fournir les moteurs de fusée, parce que ces associations ont été créées car avant, des adolescents et même des adultes faisaient des moteurs un peu à la main, et il y a eu beaucoup d'accidents, d'explosions, et tout ça a pu être encadré et a suscité beaucoup de vocations pour le domaine spatial grâce à cet encadrement. Dont la tienne. Effectivement, après avoir été enfant et adolescent dans ces colonies de vacances, j'ai obtenu le BAFA fusée. Qui m'a permis d'être à mon tour encadrant et de partager cette passion pour le domaine spatial par le biais de ces lancements de fusées dans des colonies de vacances pendant un certain nombre d'années et dans des centres aérés. Génial. Et donc déjà ado, tu construisais tes fusées et après le bac, tu as choisi de rejoindre l'Ezeo. Est-ce que tu te souviens pourquoi tu as voulu faire une école d'ingénieur et pourquoi l'Ezeo ? Alors je m'intéressais déjà à l'électronique parce que dans ces fusées que j'ai pu faire avec mes camarades à l'époque, on commençait à faire de l'électronique, des minuteries qui permettaient d'éjecter le parachute au moment de l'élévation culminante
qu'on calculait, qu'on réglait les condensateurs pour avoir cette éjection du parachute au bon moment. Donc l'électronique et le domaine spatial me passionnaient et j'ai candidaté à plusieurs écoles, dont les CE, qui m'a retenu. Et ce fut une chance, et j'aurai peut-être l'occasion d'en reparler. Et peu de temps après, j'ai pu créer le club aérospatial de l'Ouest avec des copains de promotion à l'époque. Ce qui m'a permis de poursuivre cet intérêt pour les fusées et pour le spatial. Ouais, et ben on sait même en quelle année tu l'as fondé, ce club, c'était en 1986. Et en 1986, il y a eu un événement astronomique majeur. Voici un extrait de l'époque qui en parle. On a un petit extrait vidéo. À te montrer. Ça alors. Tiens donc. C'est une archive vidéo de l'époque justement qui parle de ce phénomène. Regular as clockwork, once every 76 years, a comet sweeps through the inner solar system. For a few tantalizing weeks, it's plainly visible from planet Earth. Then it wanes, disappearing again into the oblivion of deep space for 3/4 of a century. A comet called Halley. Donc cet extrait, il parle, comme tu le dis, de la comète de Halley qui passe tous les 76 ans près de la Terre, en fait, et qui est observable depuis notre planète. Et justement, est-ce que tu peux nous raconter cet événement, comment tu l'as vécu, et ce que vous avez fait à l'époque à l'occasion? Eh bien, je l'ai vécu de plusieurs manières. Du côté étudiant, un de mes grands copains de promotion, Jean-Étienne Lamiot, a créé le club astronomie de l'ECO avec Philippe Hoffman et moi-même. Nous étions 3 à avoir lancé, ça fait pas mal d'engouement, et nous 3, sous la supervision de Jean-Étienne, avions construit un télescope qui a été prêt pour l'observation de la comète de Halley que nous avions bien vue à travers l'oculaire. On a l'archive journal d'un article justement que tu m'avais envoyé, où on vous voit avec le télescope. On vous la mettra pour ceux qui regardent sur YouTube, si tu es d'accord, on la mettra cette photo d'article où on voit le télescope et les étudiants, et toi qui es là, si je me trompe pas, tout à gauche. À gauche, et Jean-Étienne qui regarde à travers l'oculaire du télescope. C'est un beau télescope avec un beau miroir que Jean-Étienne avait acheté. On voit Philippe aussi, et pas mal de collègues. Est-ce que le club, vous l'auriez créé même s'il n'y avait pas eu la comète? Oh, je pense que oui. Pense que oui. C'était une bonne occasion. Et le deuxième façon dont j'ai pu vivre la comète de Halley, c'était la mission Giotto de l'Agence spatiale européenne, une sonde qui a exploré cette comète. Il y a eu plusieurs sondes spatiales de différentes agences qui sont passées près de la comète pour l'observer. Et Giotto était, selon moi, le plus spectaculaire, et avait des belles images qui ont été retraitées par la suite. Et on peut voir le noyau et même une sorte de cratère sur le noyau. Ça a été fantastique, cette exploration de la comète de Halley. Ce qui, bien plus tard, a pu être poursuivi par l'exploration d'une autre comète par la sonde Rosetta de l'Agence spatiale européenne, du CNES et du Deutsche Luft- und Raumfahrt, l'agence spatiale allemande. C'était 3 partenaires pour cette superbe mission où il y a eu le premier atterrissage sur une comète. Premier atterrissage, disons, en douceur. Ah, il y a eu des essais moins concluants avant. Il y a eu une mission qui était très intéressante aussi, qui s'appelait Deep Impact de la NASA, où un impacteur s'est crashé volontairement sur
une comète, la Pour la comète faire dévier. Temple, pour non pas la dévier, mais créer un panache artificiel, une queue artificielle, parce qu'elle était à une distance du Soleil de laquelle on ne peut pas voir de queue encore. La queue se crée quand le Soleil fait fondre la glace de la comète et que les particules sont éjectées et écartées par le vent solaire. Et donc c'était très spectaculaire de voir ce scratch. D'ailleurs, la NASA avait utilisé une liaison intersatellite d'une petite société bretonne pour assurer la liaison et la retransmission des images entre l'impacteur et la sonde solaire qui est toujours autour du Soleil. Et c'est la même liaison qui a été utilisée ensuite pour le programme Rosetta, entre l'orbiteur Rosetta qui tournait autour de la comète et l'atterrisseur Philae. Philae qui porte le fameux nom Philae, associé à la pierre de Rosette et Champollion, qui a permis de déchiffrer l'origine, une partie des origines du système solaire grâce à l'exploration de cette comète. Bien peaufinée et la technique était au point. Génial. Et toi, c'est quoi ton meilleur souvenir qui est lié à ce club aérospatial de l'Ouest ? On sait que vous avez lancé pas mal de fusées depuis le lac de Maine. Oui, j'ai un bon souvenir avec les lancements au bord du lac de Maine, les microfusées avec pas mal de lancements, de parachutes déployés, de récupération tout aussi joyeuse, mais également, je me rappelle avoir fait appel au génie militaire d'Angers, qui ont mis en place une barge flottante avec une rampe de lancement que j'avais fabriquée, de presque 3 mètres de hauteur. Au milieu de cette barge flottante, des théodolites tout autour du lac de Maine, 3 théodolites. On mesurait la hauteur de la fusée en mesurant les 3 angles à partir de ces différents points au bord du lac. Et il y avait aussi une autre barge dans laquelle nous étions avec le pupitre de mise à feu et un câble qui flottait sur l'eau avec des flotteurs pour assurer la mise à feu. Et même le génie avait une autre barge avec des moteurs très rapides de sécurité pour patrouiller dans le lac de Maine, sur le lac de Maine pour assurer la sécurité. Donc encore merci au génie. D'ailleurs, en passant à Angers tout à l'heure, j'ai vu qu'il y a un musée du génie maintenant à Angers. Et ça nous a permis une super journée et une belle aventure avec tous les préparatifs et les lancements. Mais c'est exceptionnel. Du lac, c'était exceptionnel. On avait prévenu l'aviation civile qui génial. avait pu faire un BOTAM pour éviter de survoler le lac de Maine au moment des lancements. Ouais, vaut mieux. Et alors comme on l'a dit en intro, tu as remporté plusieurs prix dans ta carrière, mais tout ça a commencé super tôt puisque à 23 ans, alors que tu étais encore étudiant à l'ESEO, tu as remporté le prix des 25 ans du CNES. Est-ce que tu peux nous raconter ce concours et ce que toi tu as fait pour le remporter ? Oui, en fait, le CNES a publié des annonces pour ce concours où il fallait prévoir l'avenir du CNES 25 ans plus tard. Donc, j'ai essayé de donner libre cours à mon imagination. J'avais, dans mon petit mémoire, prévu un ministère de l'espace, Ariane 6 puis Ariane 7. Là, je pense ne pas m'être trop trompé. J'envisageais les vols habités européens auxquels le CNES participait dans ce mémoire. Plus tôt que cela aura lieu finalement, puisque ça n'a pas encore eu lieu. Et grâce à ce mémoire, j'ai pu être sélectionné. Et ça fait encore un bon souvenir. Mais ce n'était pas le premier concours, parce que j'aimais bien ça et j'ai essayé de m'exprimer dans le domaine spatial. Déjà, il y avait aussi le prix scientifique Phillips pour les jeunes, dans lequel j'ai été lauréat 2 fois, je crois, à 16 ans et 17 ans. Et pour un prix, j'ai eu la chance et l'honneur de rencontrer pour la première fois
Hubert Curien, qui était président du CNES à l'époque, qui m'a remis ce prix-là. Tu avais déjà un beau CV en sortant de tes études, en fait. Même en entrant dans les études. Oui. Oui, c'était un... Quand on est passionné, on s'intéresse, bien entendu, et d'ailleurs, ce prix concernait un dispositif d'observation d'atomes qui était concentré par 6 faisceaux laser tout autour d'une sorte de mélasse optique en apesanteur, ce qu'on a appelé plus tard une mélasse optique. Je ne savais pas comment ça pouvait s'appeler. Ces lasers refroidissaient les atomes, et j'avais proposé un dispositif d'observation de cet état particulier de la matière. Donc quand j'avais 16 ans, je ne savais pas à quoi ça pouvait servir, ce qui a été appelé plus tard atome froid, et ce qui a été réalisé plus tard comme un moyen d'avoir une stabilité d'horloge lorsque des transitions atomiques d'électrons créent des photons qui ont une fréquence hyper stable. Donc je l'ai su bien plus tard, mais l'idée avait intéressé le jury, et je pense que c'est grâce à ça que j'ai eu ce prix. Bravo, encore. Félicitations. Petit saut dans le temps. En 1988, t'es enfin diplômé de l'ESEO. Qu'est-ce que tu fais après tes études? Alors, après mes études, comme je suis intéressé par le domaine spatial, je me spécialise avec un master en télécommunication des systèmes pour les systèmes aérospatiaux. Ok. Qui dépendait de Subtélécom Paris dans les locaux de Supaéro Toulouse. Ok. Et après cette année d'études qui a été comme l'ESEO très passionnant, j'ai fait le service militaire scientifique du contingent à l'ONERA. Donc en fait, j'ai étudié 10 rue Édouard Belin. J'ai fait mon service militaire 2 rue Édouard Belin, Toulouse, et j'ai fini par travailler au CNES. 18 rue, ou avenue plutôt, Édouard Belin. C'est génial. Et donc, en 1990, alors que le GPS, le Global Positioning System, il est encore en train d'émerger, tu as rejoint le CNES. Et donc là, c'est la période où tu t'es spécialisé en radionavigation, transmission spatiale, radiofréquence et optique. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer avec des termes simples ce que ça veut dire tous ces mots-là? Bien sûr, bien sûr. J'ai été intéressé par ce qu'on appelle maintenant le GNSS, le Global Navigation Satellite System, parce qu'il n'y avait pas que le GPS. Déjà à l'époque. J'étais embauché au CNES pour travailler sur les utilisations possibles dans le domaine spatial, et notamment par la navette spatiale Hermès à l'époque, de la radionavigation par satellite, de radar altimètre aussi. Et j'y ai été intéressé parce que pendant les études à Toulouse, j'ai eu un projet sur le GPS. Donc ça. Mais j'avais aussi un autre choix possible. J'avais été retenu à Airbus Defence and Space, qui s'appelait Matra à l'époque, pour travailler sur les liaisons spatiales optiques par laser, ce qui va m'amener à dire ce que c'est qu'on peut communiquer à très très haut débit avec des rayons laser très directifs. Okay. Les antennes sont des télescopes, et on module à des rythmes beaucoup plus rapides que en radiofréquence. D'ailleurs, j'ai fait mon stage de 2e année d'ingénieur à l'ESEO, à l'Observatoire de la Côte d'Azur, où l'on m'a demandé de participer au remplacement des photomultiplicateurs qui détectaient des photons transmis par un télescope de 1,50 m de diamètre vers des rétroréflecteurs déposés par un astronaute d'Apollo 15 sur la surface de la Lune. 10 puissance 20 photons étaient transmis, réfléchis, et seulement un seul revenait sur Terre. Et donc les photomultiplicateurs, pour les détecter, ont été remplacés par des photodiodes à avalanche, polarisés en inverse, bien au-delà de leur tension de claquage, mais pendant un instant si court qu'elles n'avaient pas le temps de claquer. Mais ce phénomène permettait d'avoir l'effet Geiger,
qui fait un gain d'avalanche extraordinaire et qui permet donc de bien détecter les photons en synchronisant l'impulsion de polarisation inverse vers l'instant prédit de réception des photons. Et ça avait bien marché. Et c'était super, et je me rappelle que j'ai fait signer mon rapport de stage ESCO par Jim Irwin, l'astronaute d'Apollo 15 qui était venu à la Cato, l'Université catholique de l'Ouest, juste à côté de l'ESCO à l'époque, faire une conférence sur son aventure sur la Lune et les préparatifs. Sacré stage, hein. Bon souvenir. Et dans la vie de tous les jours, comment ça fonctionne, la radionavigation? Alors, dans la vie de tous les jours, en fait, quand ça marche bien, on s'en rend pas compte. On l'utilise sans savoir, comme Monsieur Jourdain avec la prose. On a donc des puces GNSS, GPS, Galileo, Beidou, le GPS chinois, dans les smartphones. Et ces puces permettent de recevoir plusieurs constellations GNSS, comme donc GPS, Galileo et Beidou dans les smartphones. Et donc nous avons une position de plus en plus précise dans les smartphones. C'est utile d'avoir plusieurs constellations en même temps parce que quand on est dans un environnement urbain, dans les villes, plusieurs satellites sont masqués par les immeubles. Donc si on a plusieurs constellations, on arrive quand même à avoir assez de satellites pour avoir un positionnement correct la plupart du temps. Et justement, dans les travaux que j'ai pu faire dans le domaine, j'ai participé à toute une équipe. On était vraiment beaucoup à travailler dans toute l'Europe sur ce sujet, mais le CNES a eu un rôle majeur, oui, puisqu'il y a eu 10 signaux Galileo, 8 ont été inventés par le CNES et 6 brevetés par le CNES, même avec des partenaires, mais c'est quand même un point important à noter. Il y avait beaucoup de contraintes à prendre en compte pour satisfaire des critères de négociation internationale, des critères techniques. Et donc, comment on s'en rend compte dans la vie de tous les jours? L'utilisation de ces 10 signaux Galileo, parmi d'autres systèmes, c'est typiquement avec les smartphones. Le positionnement que nous donnent les smartphones de plus en plus précis et robuste grâce à ces diverses constellations. Mais la plus précise, c'est vraiment vrai, c'est Galileo. C'est Galileo la plus précise de ces constellations en orbite moyenne. Il y a une fierté. Fierté d'avoir fait partie de cette équipe. Signal. Alors on va revenir à Galileo dans un instant, mais juste je reviens un tout petit peu en arrière. En 1995, le service valorisation et propriété intellectuelle te nomme le meilleur inventeur de l'année, car tu avais fait 5 demandes de brevet cette année-là. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les inventions que tu avais fait cette année-là? Oui, bien sûr. Je vais peut-être pas tout m'en rappeler, mais ça m'avait fait plaisir de participer avec ces brevets. Le CNES valorise l'innovation, les inventions, et c'est très important parce qu'il faut toujours rechercher dans le domaine spatial le meilleur rapport qualité-prix à risque raisonnable. Donc il faut un peu d'innovation, un peu de risque, tant que ça soit raisonnable pour avoir des projets et des équipements et des satellites les plus performants que possible. Et au meilleur rapport qualité-prix, une fois encore. Une de ces inventions, qui pourrait devenir d'actualité prochainement, concerne un moyen de mesurer la correction ionosphérique avec un signal monofréquence. Il va falloir nous expliquer là. En VHF. Ça y est, je suis largué. Et ça pourrait être utilisé pour des futurs systèmes de navigation par satellite en orbite basse. On appelle LEO-PNT, LEO Low Earth Orbit et PNT Position Navigation Timing. Et même avec une seule fréquence, il pourrait avoir la correction ionosphérique, car l'erreur principale de mesure en navigation par satellite est l'erreur ionosphérique, encore plus même que les multitrajets, les trajets multiples qui font des réflexions et créent des erreurs de mesure de distance. Tu peux juste nous expliquer ce que c'est la ionosphère? La ionosphère est une couche d'ions, de particules ionisées tout autour de la Terre,
du fait qu'elle soit ionisée, les signaux traversent cette couche d'ion vers 300, 400, même 500 km d'altitude. Et le délai de propagation à travers cette couche d'ion n'est pas le même selon la fréquence. C'est dépendant de la fréquence. C'est pour ça que les systèmes de type GPS ont plusieurs fréquences. Parce que on fait 2 mesures. On a 2 inconnus qui sont l'erreur ionosphérique et la distance et l'écart de temps. Et donc, avec ces 2 équations à 2 inconnus constituées par ces 2 mesures, on élimine le délai ionosphérique et on a une distance qui n'est plus entachée de ce délai ionosphérique. Mais ce brevet permet d'avoir une mesure de distance qui ne soit pas entachée du délai ionosphérique, alors qu'on a une seule fréquence. Et comment ça fonctionne du coup? Pourquoi ça prend pas en compte la déviation de la ionosphère? Ça la prend en compte, mais d'une manière différente. Ok. De toute façon, tu peux pas nous en dire dans plus. Les détails, si, je peux. Le brevet est dans le domaine public. Et même dans le domaine public, puisqu'il a plus de 20 ans. Ah oui. Il est tombé dans le domaine public il y a déjà un certain temps. Mais en fait, on utilise non seulement les mesures de distance sur la modulation, mais également les mesures de phase sur la porteuse, où le temps de propagation sur la phase à travers l'ionosphère a un signe opposé et donc différent de celui sur la modulation. Et par conséquent, en combinant les deux, je ne rentre pas dans les détails, on arrive à l'aide d'algorithmes et d'un filtre de Kalman à estimer le retard ionosphérique en monofréquence. Très bien. Bravo. On n'a peut-être pas le temps de parler des 4 autres inventions, mais c'est toujours des inventions dans le domaine des transmissions, par exemple de la télémesure télécommande ou de la radionavigation par satellite, puisque tu m'avais posé la question au début à laquelle je n'ai pas totalement répondu. Que veut dire transmission spatiale optique et radionavigation? Les transmissions spatiales concernaient pour moi 3 grands domaines d'activité. Les télémesures et télécommandes des satellites pour donner des ordres aux satellites et vérifier que les ordres étaient bien reçus et que le satellite se comportait correctement. La télémesure en haut débit, la télémesure charge utile haut débit, qui permet typiquement de recevoir les images des satellites d'observation de la Terre. Donc il faut déjà des hauts débits, ce ne sont pas des mêmes fréquences, c'est des fréquences plus élevées en général que pour la télémesure télécommande. Et on peut avoir maintenant des télémesures haut débit en optique. Il y a même une mission du CNES et d'Airbus qui s'appelle CO3D, composante optique à 3 dimensions, pour laquelle on va expérimenter ces liaisons optiques depuis des satellites en orbite basse à 10 gigasymboles par seconde tout de même, pour tenter de préparer ces futures télémesures optiques opérationnelles par laser. Et le 3e type de transmission spatiale pour moi a été le GNSS, les transmissions de signaux de type Galileo depuis des satellites de constellations de navigation jusqu'aux récepteurs utilisateurs, que ceux-ci soient en orbite, parce que les satellites en orbite basse naviguent avec GPS Galileo maintenant, ou Beidou, ou que ce soit des utilisateurs au sol, ou dans les avions, ou dans les trains, tout type ou les piétons même. Donc là, tu parles de Galileo, je me permets de revenir dessus. Donc tu travailles depuis 1996 dessus. Et Galileo, c'est un système de radionavigation par satellite mis en place par l'Union européenne. Est-ce que tu peux nous pitcher en quelques mots ce qu'est Galileo avec des termes simples? C'est un défi, ça. Alors effectivement,
Je travaille dessus sur le GNSS en général depuis même 1990. Ah. Mais la navigation par satellite, comme Galileo, c'est une constellation ou plusieurs constellations de satellites qui envoient des signaux vers des utilisateurs au sol. Et ces utilisateurs au sol font des mesures de distance monodirectionnelles. Ok. Et ces utilisateurs doivent se localiser en 3D, mais aussi dans le temps. Ouais. Quelle est ma position? À quelle heure? Et donc ça fait 4 inconnus. 3D plus le temps. Et pour avoir un système de 4 équations à 4 inconnus, je résume, il faut au moins 4 satellites en vue du smartphone ou de son récepteur GNSS dans la voiture. D'où l'idée d'une constellation pour avoir suffisamment de satellites en vue, car en général, on aime bien en avoir plus que 4 en même temps, si possible une dizaine, pour avoir beaucoup de marge, et quand il y a des immeubles qui masquent les satellites, c'est quand même mieux d'avoir cette marge. Mais c'est ça l'origine de cette multiplicité de satellites en orbite pour des fins de localisation. Et c'est quoi la différence entre Galileo et le GPS? Il n'y en a pas? Il y a quand même quelques différences techniques. L'altitude de Galileo est un peu plus élevée, les choix des orbites sont un peu plus stables, la précision est un petit peu meilleure pour Galileo. Les fréquences, pour ce qui concerne les applications grand public, sont les mêmes. Mais pour des applications plus professionnelles ou différentes, les fréquences sont distinctes. Parce que Galileo a été spécifié pour avoir, pour chacun de ses services, au moins une fréquence commune avec le GPS, mais aussi au moins une fréquence distincte de GPS et toujours deux fréquences pour la correction ionosphérique pour chacun des services de Galileo, ce qui permet à Galileo d'éviter tout mode de panne, tout point de panne unique avec GPS. C'est l'une de ces différences fondamentales dans la spécification très haut niveau qu'a apporté l'Union européenne pour Galileo. Donc l'usage simultané de GPS et de Galileo apporte finalement de la robustesse grâce à cette spécification. Plus de robustesse, plus de diversité, on appelle ça la diversité de fréquences. Ok, et donc je reviens en 2004 à Washington, DC, la ville. Toi et d'autres chercheurs européens, vous avez vu un peu les négociations échouer entre l'Europe et les États-Unis au sujet de la cohabitation justement de ces signaux GPS et Galileo. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce que vous vouliez obtenir à la base et pourquoi ça a échoué? Eh bien, ça n'a pas échoué, c'est-à-dire à un moment donné, on n'a pas obtenu ce que nous espérions obtenir ce jour-là. Mais les négociations entre les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne se sont globalement bien passées. Puisque nous avons réussi à convenir entre nous que nous aurions des fréquences communes entre GPS et Galileo pour le bienfait des utilisateurs. Car si on avait eu des fréquences distinctes, les récepteurs du marché de masse, comme ceux des smartphones, auraient été plus complexes et plus onéreux. Donc ça n'aurait pas bénéficié aux citoyens. On a même été plus loin, c'est qu'on a convenu que le spectre de nos signaux serait exactement le même. Ce qui, là encore, simplifie la conception de l'électronique de traitement du signal, en plus de l'électronique radiofréquence. Donc, on a vraiment eu pour le citoyen le coût minimum des récepteurs GPS Galileo au grand public, grâce à ces accords. Au moment où on dit parfois dans certains articles ou certaines vidéos que les négociations ont échoué, elles ont juste échoué ce jour-là, mais elles se sont parfaitement conclues par un accord à très haut niveau, signé par Colin Powell, quand même, du département d'État des États-Unis, le chef du département d'État des États-Unis, le ministère des Affaires étrangères, en quelque sorte, et Loyola de Palacio, qui était numéro 2 de la Commission européenne. Il y a eu un premier accord signé en 2004 et un autre signé en 2007.
En 2004, nous avions un signal commun de base. Oui. Et en 2007, nous avions un signal commun que nous avons pu perfectionner grâce à nos différents brevets qui étaient grosso modo 2 fois plus précis. C'est quand même énorme. 2 fois plus précis, et ce qui est très important en environnement urbain où il y a beaucoup de trajets multiples, où il fallait être plus précis. Et il y avait vraiment beaucoup de contraintes pour concevoir ces signaux. Je rentre pas dans les détails de toutes les contraintes, et finalement, tout s'est bien passé. Et donc ça, tu es passé rapidement dessus, mais c'était quand même un coup de génie, il faut le dire, parce que avec 4 autres chercheurs, vous avez cherché à intégrer, comme tu disais, la même fréquence, enfin la même bande, le même spectre, si j'utilise les bons termes. Sauf que les fréquences, elles étaient déjà utilisées par GPS. Voilà, les 5 chercheurs européens ont permis cette invention, mais on était au sein de toute une équipe. On faisait partie de la Galileo Signal Task Force de la Commission européenne. Nous étions 2 représentants français formels. Il y avait des représentants français de tous les États membres de l'Union européenne qui souhaitaient participer aussi à cette Galileo Signal Task Force. Non seulement les 5 chercheurs, mais tous les membres de cette Galileo Signal Task Force ont participé et ont choisi collectivement l'invention des signaux Galileo. C'était très satisfaisant cette période de ma carrière pour tout le monde, pour toute cette équipe, parce que quand on est arrivé dans cette Signal Task Force, on avait tous des vues différentes sur ce que devaient être les signaux Galileo. Et finalement, avec tous les pays, on a discuté, travaillé, comparé techniquement. On avait une bonne connaissance du besoin, donc on savait là où on devait aboutir pour satisfaire les besoins des utilisateurs. Côté CNES, on avait une bonne connaissance de comment implanter des signaux dans des satellites, dans des charges utiles, ce que tous les participants n'avaient pas forcément en tête. Donc on savait peut-être mieux que d'autres ce qui était réaliste pour implanter à bord et pour être implanté aussi dans des récepteurs, ce que beaucoup d'autres savaient aussi. Mais côté satellite, on était moins nombreux à le savoir, pour de bon. Et petit à petit, nous avons convergé et nous avons eu finalement un consensus entre tous les pays européens. J'en cite quelques-uns, Royaume-Uni, France, Allemagne, Italie et bien d'autres. Et ça, c'était très satisfaisant à voir ce processus de convergence en bonne intelligence en équipe. C'est comme ça qu'il faut travailler. Ouais, certainement. Alexandre m'a dit, il paraît que l'invention dont il a parlé, elle s'est faite au fond d'un restaurant à Washington DC en dessinant sur des serviettes en papier. Est-ce que c'est vrai? C'est en partie vrai, mais on a beaucoup travaillé dans nos bureaux également, sur nos calculateurs, sur nos ordinateurs. Et d'ailleurs, j'étais manager du service du CNES en charge à l'époque et nous étions 3 parmi les 5 chercheurs du CNES. Et à quelques jours d'intervalle, on discute et on se rend compte qu'on a la même voie de recherche, la même innovation en tête. Et ça, c'était fascinant de voir que finalement, le problème avait une solution pas forcément optimale, mais sous-optimale, vers laquelle on avait tous les 3 convergé, avec les 2 autres chercheurs aussi qui étaient en Allemagne. Il y a eu une très bonne coopération franco-allemande. Quand la coopération franco-allemande fonctionne, ça peut donner des résultats extraordinaires, comme le satellite Symphonie qui a été lancé en 1975. Ça marche comment ça ? En 2 exemplaires, c'était le premier satellite de télécommunication spatial géostationnaire européen, me semble-t-il. C'était le premier satellite de ce type stabilisé 3 axes. Et c'était vraiment un succès éclatant de coopération franco-allemande. Nos collègues américains avaient souhaité lancer ce satellite, mais en imposant quelques restrictions, en limitant l'usage commercial. Ce qui a permis aux Européens de se rendre compte qu'ils n'avaient pas une liberté totale d'accès à l'espace à l'époque. Ce qui a donné naissance au programme Ariane. Ce satellite Symphonie a contribué à la naissance du programme
Ariane pour que l'Europe puisse avoir une autonomie d'accès à l'espace. Ah, c'est génial comme anecdote. C'était intéressant et c'est cette collaboration franco-allemande qui, quelque part, y a contribué aussi. Super. Et bien sûr, il n'y a pas que l'Allemagne et la France. Dans l'Europe, il y a toute l'Europe. C'est une force quand on travaille tous ensemble, bien entendu. Et ces signaux, tu disais tout à l'heure, ils ont des performances qui ont un peu dépassé toutes les attentes, notamment en termes de précision, en termes de précision de la localisation qui peut être faite à quelques centimètres près, ce qui s'avère d'ailleurs très utile pour les secours, les services de secours. Oui, Est-ce que tu peux nous expliquer à quoi c'est dû cette précision? On n'a pas pensé tout de suite à quelques centimètres, mais il y a différentes échelles de la conception des signaux qui ont permis cette haute précision. Tout d'abord, il y a des signaux dans les fréquences basses de Galiléo qui sont très large bande. Et pour mesurer une distance, on appelle ça pseudo-distance dans notre jargon, et distance monodirectionnelle. Mais pour mesurer une distance, plus la largeur de bande du signal dans le spectre est élevée, plus la précision est grande. Et Galiléo, à l'époque, était le seul système à avoir un signal oscillant d'un peu plus de 50 MHz de largeur de bande, c'est lobe principal. Alors que jusqu'à présent, c'était que 20 MHz pour les plus larges lobes principaux des autres systèmes. Depuis, d'ailleurs, les Chinois ont utilisé un signal similaire. Un signal similaire sur leur système Beidou qui a été inspiré les collègues chinois se sont inspirés de Galiléo pour cela. Et un autre niveau de précision, c'est ce qu'on appelle les corrections de PPP, le Precise Point Positioning, le positionnement ponctuel précis. Et pour cela, le satellite envoie dans son signal des corrections sur une très large zone qui dépasse l'Europe, qui permet d'avoir une précision à quelques centimètres près, et qui va être encore améliorée. C'est meilleur que 10 centimètres lorsqu'on n'est pas dans un environnement très perturbé. Et donc Galiléo deuxième génération, ça va être encore plus précis et plus robuste. Mais même avant l'apparition de ce service qu'on appelle le High Accuracy Service, le service à haute précision, Galiléo était déjà le plus précis. Et maintenant, comme il est aujourd'hui le premier à avoir mis en place le service de diffusion de ces corrections dans son propre signal, il demeure le plus précis. Et dans quelle technologie grand public on retrouve Galiléo? Alors, comme je le disais plutôt dans les smartphones, dans les récepteurs de navigation des voitures, autonomes ou pas, dans les récepteurs portatifs, il y en a de moins en moins pour les piétons. Maintenant, c'est presque généralisé d'utiliser les smartphones pour la localisation par satellite. Mais on retrouve aussi des récepteurs de navigation par satellite dans des satellites en orbite basse. Donc les satellites naviguent grâce à d'autres satellites. Et même les lanceurs en combinaison avec d'autres moyens de navigation comme les centrales inertielles, les lanceurs spatiaux ont de plus en plus chacun un récepteur de navigation par satellite. Mais aussi, toujours dans le domaine grand public, dans les bus, il y a des gestions de flottes de bus, dans les taxis, il y a un nombre incalculable d'applications possibles par satellite. Il y a des applications dans le domaine scientifique aussi. On peut faire des mesures scientifiques intéressantes avec les signaux de navigation par satellite. Et il y a des applications dans le domaine de la sécurité au sens large. Il y a vraiment beaucoup d'applications. Du coup, quand on dit on prend notre GPS pour aller d'un point A à un point B, en fait, on fait un abus de langage. On devrait dire on utilise son Galiléo. On utilise en Europe, du moins, son GNSS, puisque comme vous le savez, il y a plusieurs réceptions simultanées de plusieurs systèmes de navigation par satellite dans les smartphones ou dans les voitures. Donc on devrait dire, en toute rigueur, on utilise notre GNSS, notre Global Navigation Satellite Service. Mais c'est sûr, et même moi-même, j'utilise le mot GPS. Parfois, par abus de langage, pour dire GNSS. Oh, c'est le comble un peu. Mais c'est vrai qu'on pourrait dire j'utilise mon Galiléo, pourquoi pas. C'est pas plus mal que j'utilise mon GPS. T'as été invité à assister au lancement d'une fusée Ariane à Kourou, en Guyane.
Qu'est-ce que tu as ressenti quand, des années après tes premières fusées miniatures lancées depuis le lac de Maine, tu as assisté au lancement d'une fusée grandeur nature avec à son bord le satellite Galileo, qui allait transmettre depuis l'espace les signaux que tu avais contribué à développer? Oui, c'était bien sûr de l'émotion. Oui, Les 5 lauréats du prix de l'inventeur européen sur les signaux Galileo ont été invités par l'Agence spatiale européenne à ce lancement de 4 satellites Galileo par Ariane 5 à Kourou. Et bien sûr, de voir décoller ces satellites qui transmettaient les signaux que nous avions inventés nous a fait beaucoup d'émotions. J'ai d'ailleurs pu, lors de vacances ou de séjours précédents en Guyane, voir pas mal de satellites Galileo décoller. Ok. Je pense que j'ai vu plus de la moitié des satellites Galileo décoller depuis Wow. Kourou. C'était une sacrée chance. Et à chaque fois, beaucoup d'émotions, je dirais. Et donc, tu l'as dit tout à l'heure, là, vous travaillez sur la 2e génération Galileo. Est-ce que tu peux nous dire où ça en est? Est-ce que aujourd'hui elle est active? Enfin, Non, les satellites sont pas lancés. Personnellement, je n'y travaille pas vraiment. Je donne quelques conseils, mais je ne suis pas en première ligne. Et ce n'est plus qu'une question de quelques années avant les premiers lancements, avec notamment Ariane 6. Chouette. Qui est un super succès aussi collectif européen, puisque tous les lancements sont parfaits jusqu'à présent, des différents satellites lancés avec Ariane 6. Je sais pas si tu vas pouvoir nous répondre. On a une question. Tu as été expatrié aux Émirats Arabes Unis en 2021 et 2022 dans le cadre d'une collaboration entre le CNES et l'Agence spatiale émirienne. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Oui, je peux vous en dire un peu plus. Ouais. C'était une sacrée expérience familiale et professionnelle. L'Agence spatiale émirienne a proposé au CNES d'avoir un support technique dans le domaine de la navigation par satellite pour aider les collègues émiriens à préparer par eux-mêmes leur propre système de navigation par satellite, qui est un système de type LEO-PNT, comme j'en ai parlé tout à l'heure, en orbite basse. Et donc j'ai avec grand plaisir apporté ce support technique. Le premier lancement du premier satellite expérimental est prévu en juillet. Ok. La plateforme du satellite est fabriquée à Toulouse et la charge utile qui génère les signaux est fabriquée à Rennes, pas loin d'ici. Et la fusée sera lancée d'où? Le lancement sera fait depuis les États-Unis. Ok. En Floride? C'est souvent en Floride, non? Oui. Ah. Absolument. Bon, alors ce qui est incroyable dans ta carrière, c'est que comme on l'a dit tout à l'heure, à 23 ans, même avant, tu as remporté des prix, dont à 23 ans, le prix des 25 ans du CNES, en faisant un exposé où tu imagines le futur et dans lequel tu parles du leadership européen en termes de satellites de service. Et tu as ensuite rejoint le CNES. Et 20 ans plus tard, tu as contribué à un projet qui a justement permis à l'Europe de garder sa souveraineté en termes de navigation par satellite, avec un impact économique estimé à 90 milliards d'euros. C'est une invention d'ailleurs pour laquelle tu as reçu plusieurs prix. Donc d'un point de vue extérieur, on a vraiment l'impression que ton chemin était tout tracé, même depuis que tu étais enfant, tu savais ce que tu voulais faire, il y a vraiment un fil conducteur. Comment tu vois ça de ton point de vue, cette carrière Alors de mon point de vue, plusieurs choses. Bon, d'abord, sur les signaux Galileo, je faisais partie d'une équipe. C'est vraiment une équipe et un effort collectif. Bon, j'ai apporté ma pierre, mais on ne fait rien tout seul. On ne fait rien tout seul. Et bien sûr, c'est satisfaisant de voir ces inventions ou les inventions auxquelles on a contribué se concrétiser dans un projet spatial avec des lancements et des satellites qui fonctionnent bien et des récepteurs qui fonctionnent bien comme prévu. Toutefois, la navigation par satellite ne constitue qu'une partie de mes activités professionnelles. Dans ma carrière, j'ai beaucoup travaillé aussi sur la télémesure, télécommande des satellites pour des nanosatellites, des microsatellites en particulier, sur des télémesures à haut débit miniaturisées, encore pour des nanosatellites ou des microsatellites notamment, mais aussi même des plus gros satellites.
J'ai eu l'honneur d'être responsable du service de l'équipe qui a supervisé et opéré la liaison intersatellite entre la sonde Rosetta et Philae, qui a exploré une comète au nom difficile à prononcer Guryomov-Rezominensko, pour la prononciation des deux découvreurs de cette comète, sur laquelle l'atterrisseur Philae s'est posé, et aussi je me suis impliqué au CNES pour participer au lancement des activités de transmission optique entre les satellites et le sol, avec des stations qu'on appelle des OGS, des Optical Ground Stations, des stations sol optiques. Et bien sûr, là encore, c'est toute une équipe que supervise une collègue, Géraldine Artaud, du CNES, qui fait un effort extraordinaire pour que ces activités progressent au service des projets du CNES et de ses partenaires. Nous, on a une petite anecdote. Il paraît que tu es un très, très, très bon négociateur et que tu es surnommé le Pitbull. Est-ce que c'est vrai? Ah, je vois d'où cette anecdote vient. Elle vient d'un collègue qui a été interviewé lors d'une vidéo et c'est en partie vrai. Pour les signaux Galileo, il est vrai que ça fait partie des négociations que j'ai pu contribuer à faire aboutir. Wow. C'était un travail d'équipe, tous les Européens étaient unis, mais nous avons dû négocier avec nos collègues américains, mais aussi chinois, indiens, parce que le partage du spectre est une affaire mondiale. Par contre, d'avoir l'attitude d'un pitbull dans ces négociations, non, je suis plutôt moins quelqu'un agressif. qui n'est pas agressif. Et d'ailleurs, il est quand même, je pense pour les auditeurs et futurs ingénieurs en particulier, très important d'avoir du respect. D'avoir du respect pour tous ces interlocuteurs. On n'est pas forcément d'accord, mais la limite à ne pas dépasser, c'est le manque de respect. On échange ses points de vue. C'est normal qu'on puisse avoir des points de vue différents, mais il faut respecter la vision de l'autre et essayer de converger. Sans cela, quand on part sur une carrière de 40 ans et plus, si on vexe un collègue dans un domaine technique, le monde est petit, on risque de rencontrer ce collègue par la suite, et si on a laissé des mauvaises impressions, ce n'est pas positif. Donc le respect, je le dis à tout le monde, c'est quelque chose de primordial. Le mot pitbull a dû être utilisé car une ténacité justifiée paye. Je peux, dans des négociations internationales, être tenace, respectueux, et quand je pense que cela est justifié, eh bien je n'abandonne pas l'idée comme cela. Je pense que c'est ça qu'a voulu dire le collègue. Merci en tout cas pour ce message-là, parce qu'il est super important. Effectivement, j'aime beaucoup. Ouais, et alors, on a une autre anecdote aussi. Il paraît que pendant ton premier entretien d'embauche, on t'a demandé une qualité, tu as dit « je suis passionné par le spatial », et on t'a demandé un défaut, tu as dit « je suis passionné par le spatial ». Est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça peut être un défaut d'être passionné par le spatial? L'anecdote est vraie. Lors de mon entretien d'embauche final, la dernière commission de choix, et je pense que ça peut être un défaut quand on est trop passionné. Quand on est trop passionné, car quand on est trop passionné, on peut avoir de l'affect. Et l'affect peut altérer le moral quand ça se passe pas comme prévu, alors que ce n'est que du boulot, comme on dit. C'est une activité professionnelle. Le plus important dans une vie, c'est pas l'activité professionnelle, mais c'est la vie extra-professionnelle, la vie familiale, par exemple, la vie amicale, et non de voir ce travail se réaliser exactement comme prévu sur tous les points, ce qui est impossible. On a toujours, comme dans la vie non professionnelle, des choses inattendues, des choses qui ne se passent pas comme prévu. D'ailleurs, il y a un proverbe chinois qui dit « c'est pas parce que ça se passe pas comme prévu que c'est négatif ». Et quand on a cet état d'esprit, ça se passe beaucoup mieux. Voilà ce que je peux dire. Et tu as eu la chance de réaliser un rêve de gosse, c'est toi qui l'as dit, c'est tes mots, en faisant un vol en apesanteur dans un Airbus
0G. C'est comment la sensation? Oui, c'est vrai que c'était un rêve de gosse et ça s'est bien produit vers 2008, si mon souvenirs sont bons, à l'occasion de l'événement 1000 chercheurs parlent d'avenir, qui a conduit à ce que ces 1000 chercheurs soient et leur image projetée sur le Panthéon à tour de rôle pendant une semaine, avec un petit mot de leur choix. Mon petit mot, c'était, la petite citation, c'était: les récepteurs à l'avenir seront logiciels. C'est ce qu'on appelle maintenant les SDR, les Software Defined Radio. Encore une fois, tu et je pense que l'avenir donne raison, mais c'était pas facile, c'était pas difficile à trouver. Tous les ingénieurs le savaient déjà à l'époque. Donc, tu as eu la chance de faire un vol en apesanteur. Et donc, c'est à cette occasion-là, c'est cette occasion-là qui m'a permis de faire ce vol en apesanteur, et les sensations étaient bien sûr magiques. Je me suis senti très à l'aise et ça fait un super souvenir, bien sûr. Bah ouais, tu m'étonnes. Et moi, j'ai juste une petite question. C'est quoi la différence entre apesanteur et impesanteur? Alors qu'il me semble qu'en français, on dit impesanteur, un état d'impesanteur. Récemment, tu as fait une présentation à la Maison-Blanche, à Washington, D.C. Est-ce que tu peux nous raconter? C'était en mai 2024, où lors d'un forum organisé par le ministère du Commerce américain et d'autres partenaires à la Maison-Blanche, sur le PNT lunaire, c'est-à-dire la position en navigation et le timing sur la Lune et autour de la Lune, qui est envisagé avec une constellation GNSS, un futur système de navigation par satellite autour de la Lune. Et au CNES, j'ai beaucoup travaillé sur ce sujet, premièrement car cela est lié à la radioastronomie. Ok. Le ministère de la Recherche a demandé au CNES d'aider les radioastronomes français à contribuer à participer à la protection de la radioastronomie sur la face cachée de la Lune. Wow. Pour protéger la radioastronomie sur la face cachée de la Lune, il faut qu'il n'y ait pas de fréquences gênantes pour cette radioastronomie, pour les futurs observatoires radioastronomiques qui seront sur la face cachée de la Lune. Cet endroit est le dernier endroit du système solaire qui ne reçoivent pas les ondes électromagnétiques émises par la Terre, par l'humanité. Donc le fait d'observer les ondes radio émises par les autres astres, les autres galaxies, depuis la face cachée de la Lune, permettra d'ouvrir une large fenêtre scientifique sur tout l'univers, parce que sur Terre et même au-delà, ailleurs, toutes ces fréquences de radioastronomie sont brouillées, interférées par les émissions terrestres. Et justement, ces orbiteurs futurs qu'on appelle LunaNet de communication et de radionavigation par satellite, qui va être un système international autour de la Lune, avec les Européens, les Américains et les Japonais, sachant que les Chinois auront aussi leur propre système. Okay. Eh bien, il faut que les fréquences soient non gênantes pour la radioastronomie. Donc, j'ai proposé, dans des réunions internationales, d'utiliser une fréquence vers 2,5 gigas, une bande S qui ne gêne pas la radioastronomie. Pour que cette bande S soit réellement utilisable, il faut qu'elle ne soit pas interférée par les liaisons 5G et Wi-Fi qu'il y aura aussi sur la Lune. Oh. J'ai travaillé sur ce sujet pour assurer la viabilité entre des liaisons simultanées Wi-Fi et 5G d'une part, et la liaison avec le système GNSS lunaire d'autre part. Et c'est un point sur cette compatibilité radiofréquence entre ces différents systèmes que j'ai pu faire à la Maison-Blanche. Et t'es tout seul là-dessus? J'ai été bien impliqué, j'ai préposé cette fréquence qui a été retenue au niveau international, y compris par les Chinois récemment. Mais nous avons travaillé à plusieurs, tant au CNES que avec un laboratoire toulousain qui nous a aidés. Très bien. Avec les autres partenaires internationaux, on n'est pas tout seul, et avec l'Agence spatiale européenne, avec la NASA, avec la JAXA, l'Agence spatiale japonaise, on a tous ensemble travaillé lors de réunions internationales
à la mise au point de ce dispositif qui permette la compatibilité. Mais je pense pouvoir dire en avoir été à l'origine. Bravo. Belle réussite, Ouais. bravo. Et d'ailleurs, dans cette émission, on a retracé un peu tout ton parcours, on a listé un certain nombre de belles réussites que tu as eues dans ta carrière. Mais avec Anne, on voulait te poser la question si tu avais vécu des échecs, parce que en plus, le spatial, c'est un domaine qui est assez expérimental. Et des échecs, il y en a eu plein, et parfois à cause d'erreurs bêtes, entre guillemets, même si c'est bête après coup, évidemment. Mais en plus, qui ont parfois coûté très cher. Par exemple, le crash d'Ariane en 96, à cause d'une mauvaise ligne de code. En 99, Mars Climate Orbiter qu'on avait perdu dans l'atmosphère de Mars à cause d'une erreur de conversion. Et puis après, il y a eu plein de missions encore plus dramatiques où tous les astronautes à leur bord sont décédés, comme la première mission Apollo en 67, il me semble, Challenger en 86, il y a eu Columbia en 2003, donc c'était assez tragique. Mais bon, ça fait un peu partie du jeu, on fait des erreurs, on apprend. Donc là, en l'occurrence, ça coûte cher, mais c'est aussi ce qui nous permet de corriger ce qu'on fait pour justement ne pas reproduire ces erreurs. Est-ce que toi, il y a eu des erreurs marquantes dans ta vie ou dans ta carrière qui t'ont appris, qui t'ont permis justement de perfectionner ce que tu faisais? Alors, je vais répondre dans l'ordre chronologique. J'ai eu des échecs, moi et des collègues, à l'ECO, lors des lancements de fusées. Ah, ça, on a peut-être entendu parler. Il n'est pas sorti tout de suite des fusées, il a fallu mettre au point le système et ça a permis une expérience qui m'a fait rendre compte assez tôt que si on veut pas avoir d'échecs, il ne faut pas faire d'impasse. Dès qu'on fait une impasse, c'est la loi de Murphy, on risque l'échec, on risque gros l'échec. Donc, dans son dossier technique, il ne faut pas faire d'impasse. C'est vrai dans tous les domaines techniques, pour ne pas avoir d'échec. Et ça, je m'astreins à avoir des bons dossiers, les meilleurs dossiers que possible. Et j'ai eu la chance, pour tous les équipements RF, radiofréquence, dont j'étais responsable au CNES, qui sont allés en orbite, ou tous ceux dont j'étais responsable en tant que chef de service, en aidant mes collègues à bien travailler en tant que manager, à n'avoir aucun échec. Donc ça, c'était une grande satisfaction. Il n'y a pas eu d'échec d'équipement en orbite dont j'étais responsable. Bon, il y en a toujours en orbite, peut-être qu'ils vont finir par tomber en panne, mais je n'espère pas. Évidemment. Évidemment, sur des choses dont je n'étais pas responsable, comme effectivement Challenger et Columbia, qui ne sont pas des programmes du CNES, mais de la NASA. Et il y a eu d'autres drames dans le domaine de l'astronautique également. Eh bien, j'ai été très touché comme le grand public, bien sûr, quand on voit, alors qu'il y a beaucoup de drames dans le monde qui sont moins médiatisés, évidemment, qui ne sont pas liés au domaine spatial, donc, mais évidemment, quand c'est quelque chose dans son domaine, ça touche peut-être plus que dans d'autres domaines, heureusement ou malheureusement. Mais ça, quand on est ingénieur, ou dans la vie, quoi que l'on puisse être, il vaut mieux se construire pour, autant que faire se peut, ne pas être affecté par les choses que l'on maîtrise pas. Si on commence à être touché émotionnellement par toutes les choses négatives qui se passent autour de soi et dans le monde, alors qu'on ne les maîtrise pas, on ne va pas s'en sortir. Il faut je le dis à tous les futurs ingénieurs, au moins pour le domaine professionnel qu'ils vont vivre dans leur carrière, apprendre à ne pas être touché par les choses touchés au fond d'eux-mêmes et affectés et ralentis par les choses qu'ils ne maîtrisent pas. Il faut poursuivre et se focaliser sur les choses que l'on maîtrise. Avec cette philosophie de vie, je pense qu'on progresse dans ses objectifs professionnels beaucoup mieux, mais aussi dans la vie en général. Ça aussi, c'est un plus heureux, message. plus heureux si on fait ça.
En parlant d'étudiants, tous les ans, t'ouvres les portes du CNES à des étudiantes et des étudiants de l'ESEO. D'ailleurs, avec Alexandre, on s'est glissé parmi eux l'année dernière. Merci encore. C'est pas moi qui ouvre les portes du CNES, c'est le CNES. Le CNES ouvre ses portes grâce à toi. Contributeur. Pourquoi c'est important pour toi d'offrir cette possibilité à des jeunes? C'est important pour le CNES, comme pour moi notamment, de voir que la jeunesse, une partie de la jeunesse reste motivée et intéressée par le domaine spatial. Le CNES investit dans la connaissance du spatial par le grand public et par les étudiants, que ça soit les collégiens, les lycéens et les étudiants universitaires ou dans les écoles d'ingénieurs, pour qu'un certain nombre d'entre eux soient motivés et performants dans le domaine spatial par la suite, que ce soit dans l'industrie spatiale, parce que il n'y a pas que le CNES, il y a tous ces partenaires, laboratoires, industriels, qui font toute une équipe de France ou d'Europe ou même internationale pour faire aboutir des projets spatiaux ou des recherches spatiales, des recherches en amont, de la R&T, recherche et technologie, ou de la R&D, recherche et développement. Et donc c'est pour ça que le CNES, et j'y apporte une petite pierre, ouvre ses portes à l'ESEO comme à beaucoup d'autres écoles d'ingénieurs et universités et autres. En tout cas, merci, parce que c'est vraiment génial à visiter. C'est vraiment un endroit quand même mythique. Ouais, on avait des étoiles dans les yeux. Ouais, et puis même pour les étudiants, c'est vrai que c'est... Je pense que ça, pour ceux qui n'ont pas la vocation, enfin en général, ils sont quand même à une petite fibre, mais ça... Ça crée des vocations. Et nous, on est très contents de montrer ce que l'on fait au CNES aussi. Alors, pour terminer cette émission, on te propose de faire un petit jeu, et comme tu es passionné par le domaine spatial, on te propose de faire une sorte d'un quiz sur le domaine spatial. Une question... 3 propositions, et il faut que tu trouves laquelle est correcte. Ok, je jure que ce n'est pas préparé à l'avance. Alors, j'y attendais pas. La première n'est pas très compliquée. Le nom du premier être vivant envoyé en orbite est Belka, Laika ou Malika? Laika. Voilà, c'est pas... Est-ce que tu veux un peu... Ouais, alors Laika, donc c'était en 1957, et malheureusement elle est morte au bout de quelques heures à bord de Sputnik 2 à cause d'une surchauffe, d'un dysfonctionnement. Belka et Strelka, c'était 2 autres chiennes qui ont été les premiers êtres vivants à partir dans l'espace, mais aussi à revenir vivants d'un voyage orbital en 1960. Et on souligne quand même que c'est des destins hors du commun pour des chiens errants qui avaient été ramassés dans les rues du RSS à l'époque. Certainement. Quel est le nom de la première femme à être allée dans l'espace? Est-ce que c'est Svetlana Savitskaya? Est-ce que c'est Sally Ride ou c'est Valentina Tereshkova? Valentina Tereshkova. Bravo, c'est bien Valentina. Donc en 1963, c'est également la plus jeune femme à être allée dans l'espace à 26 ans et la seule femme, encore aujourd'hui, à avoir effectué une mission en solitaire. Svetlana Savitskaya, c'est la première femme à visiter une station spatiale et à effectuer une sortie extravéhiculaire en 82, et Sally Ride, c'est la première américaine dans l'espace en 83. Quelle était la capacité totale de mémoire de l'Apollo Guidance Computer, l'ordinateur embarqué de la mission Apollo 11 qui a permis à l'homme de marcher sur la Lune en 69? Est-ce que c'était 38 mégaoctets, 380 kilooctets ou 38 kilooctets? Alors, ça n'est pas des mégaoctets, je dirais 380 kilooctets. C'était 38 kilooctets, ce qui est vraiment très peu, et même aujourd'hui, une simple photo prise avec notre smartphone pèse des millions de fois plus. Quelle est la première musique jouée sur la Lune? Est-ce que c'est Walking on the Moon de The Police? Est-ce que c'est Fly Me to the Moon de Frank Sinatra? Ou est-ce que c'est Dark Side of the Moon des Pink Floyd? Je dirais Fly Me to the Moon. De Frank Sinatra, c'est effectivement la bonne réponse. C'était lors d'Apollo 12. Alors on l'a dit tout à l'heure avec le club aérospatial. Très belle chanson, bien. Et on précise aussi que l'Apollo 12 c'était une mission quand même qui était plus décontractée que Apollo 11 où on n'était même pas sûr on n'a jamais été sûr que les astronautes allaient revenir, mais apparemment c'était quand même, il y avait moins de pression extérieure en tout cas. Alors on l'a dit tout à l'heure, on en a parlé, le club aérospatial de l'Ouest, vous avez construit un télescope pour observer le passage de la comète de Halley en 86, qui passe tous les 76 ans, on l'a dit. Mais de quand date la première trace écrite connue de son observation par l'homme? Est-ce que c'est 837 après Jésus-Christ, 164 avant Jésus-Christ
ou 611 avant Jésus-Christ? Elle est dure celle-là. J'aurais dit 800 et quelques après Jésus-Christ. Et non, c'était 611 avant Jésus-Christ. Ouais. Donc alors la première réponse, 837 après Jésus-Christ, c'était une trace du passage de la comète qu'on a trouvé dans la chronique de l'Astronome, un auteur français. En 164 avant Jésus-Christ, la réponse B, c'était des traces du passage sur des tablettes babyloniennes en 164 avant Jésus-Christ, mais la bonne réponse c'était la C, parce que le passage de cette comète il est mentionné en Chine dans le commentaire de Zuo des Annales des printemps et d'automne qui date de 611 avant Jésus-Christ. Impressionnant. Incroyable, ouais. Lors du premier épisode de cette émission, notre invité, Vincent Tranchant, parlait de la tendance actuelle de remettre en question les consensus scientifiques. Selon un sondage IFOP de 2019, combien de Français sur 100 pensent possible que l'homme ne soit jamais allé sur la Lune? Est-ce que c'est 1 Français sur 100? Est-ce que c'est 9 Français sur 100? Ou est-ce que c'est 21 Français sur 100? J'aurais dit 9% en espérant que ça soit pas 21. Effectivement, je te rassure, c'est 9 Français sur 100, même si rassuré, ouais, c'est déjà beaucoup. Ils ont répondu d'accord avec l'affirmation « Les Américains ne sont jamais allés sur la Lune et la NASA a fabriqué de fausses preuves et de fausses images de l'atterrissage de la mission Apollo sur la Lune. » Alors, qu'est-ce qui n'a encore jamais été fait sur la Lune? Un salto arrière, jouer au golf ou faire des drifts en voiture lunaire? Déraper sur... Salto arrière. Exactement. La bonne réponse c'est salto arrière, parce que lors d'Apollo 14, l'astronaute Alan Shepard a frappé 2 balles de golf avec un club un peu fabriqué homemade, on va dire. Apollo 16, John Young, l'astronaute, il a conduit le rover électrique en faisant des dérapages lors d'une traversée surnommée le Grand Prix, mais personne n'a encore jamais tenté de faire un backflip sur la Lune. Peut-être un jour. Là, normalement, tu l'as directement. Tout le monde connaît Neil Armstrong et Buzz Aldrin, les premiers humains à avoir marché sur la Lune, mais qui était le 3e astronaute de la mission Apollo 11? Est-ce que c'est Michael Collins? Est-ce que c'est Alan Shepard? Est-ce que c'est James McDivitt? Collins. Oui. C'est Michael Collins qui est resté seul en orbite plus de 24 heures pendant que ses camarades faisaient une excursion sur la Lune. Sur quel astre n'y a-t-il encore jamais eu de robot humain? Vénus, Mercure ou Titan, la lune de Saturne? Mercure. Exactement. T'es très fort. Hein. Ouais, franchement, alors la réponse c'est la B, donc aucun robot n'a encore jamais posé sur Mercure. Par contre, il y a eu des robots en orbite quand même. Et il y a eu des robots sur Vénus. Il y en a même un qui a envoyé une photo dans les années 80, mais très rapidement parce que c'était une cocotte minute et il est mort au bout de quelques minutes. Ils sont de Vénéra. Ouais. Oui. Et soviétique. Et en 2005, il y a une mission qui s'est posée sur Titan, la lune de Saturne. La mission Huygens. Exactement. Bon, il a nos fiches. Quel est le nom du plus jeune humain à être allé dans l'espace? Est-ce que c'est German Titov? Est-ce que c'est Yuri Gagarin? Ou est-ce que c'est Alan Shepard? J'aurais dit Titov. Oui. C'est German Titov à l'âge de 25 ans en août 1961. Le soviétique Yuri Gagarin est le premier en avril 61 lors de la mission Vostochny 1 et Alan Shepard est le premier américain dans l'espace en 61, mais en mai. Et on connaît tous Neil Armstrong, le premier homme à avoir foulé le sol lunaire, mais qui était le dernier homme qui l'a fait, fouler le sol de la Lune? Est-ce que c'est Harrison Schmitt, David Scott ou Edgar Mitchell? J'aurais dit Scott. Mais... c'est Harrison Schmitt lors de la dernière mission Apollo, la 17e en décembre 72. David Scott et Edgar Mitchell, ils ont aussi marché sur la Lune, mais en 71. Et donc Harrison Schmitt, c'est le dernier à être rentré dans le module lunaire. Donc c'est la dernière empreinte de pied sur la Lune, c'est Harrison Schmitt. Pour le moment. Oui. Oh. Du coup, avec la fin de ce quiz, c'est la fin de notre émission. Bravo pour le résultat, c'était exceptionnel. Merci pour cet enregistrement, c'était très sympathique. Mais merci à toi d'avoir pris le temps de nous raconter ton parcours qui est quand même exceptionnel. Ouais, merci beaucoup. Merci. Électron libre
by Ezeo, disponible sur toutes les plateformes et en replay sur radiocampusangers.com.